sait très bien maintenant que les bacilles multirésistantes deviennent extrêmement importantes et qu'il y a 2 ans, l'Organisation mondiale de la santé, dans sa journée mondiale du 7 avril, a proclamé pour toute la planète la lutte justement et la prévention de ces bacilles multirésistants, la localisation de l'infection, la gravité de cette infection et surtout l'état immunitaire des personnes qu'on doit protéger. Toutes ces précautions standards sont applicables pour tous les soignants vis-à-vis de tous les patients. Et au plan réglementaire, elles ont été définies par l'instruction ministérielle du 16 juin 2005 relative à la prévention des AES en milieu de soins et surtout par l'instruction ministérielle 2 de M. le ministre de la Santé du 21 mars 2006 relative à la prévention de la transmission où toutes les précautions standards sont parfaitement codifiées. Et il est anormal de constater que plusieurs années après la parution de cette instruction, ces précautions standards ne sont toujours pas appliquées dans nos structures de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une chaîne épidémiologique de l'infection qui est associée aux soins. Puisque la notion maintenant d'infection nosocomiale a été étendue depuis 2007 à la notion d'infection associée aux soins, puisque ces infections en fait, ne sont plus que nosocomiales, c'est-à-dire contractées à l'intérieur d'une structure de santé, mais peuvent être contractées également dans les consultations, peuvent être contractées aussi bien en milieu public qu'en milieu privé et à l'occasion de chaque contact avec les structures de santé. Donc cette chaîne épidémiologique de l'infection associée aux soins va commencer par la présence d'agents infectieux. Ces agents qui peuvent être soit bactériens, fongiques, viraux ou parasitaires. Et ces agents infectieux, on les retrouve dans des réservoirs de virus qui peuvent être soit endogènes, soit exogènes. Le réservoir de virus endogène est représenté par le patient lui-même et les réservoirs exogènes, c'est par le personnel de santé, par également l'environnement et surtout des personnes qu'on ignore souvent et qui sont les visiteurs qui viennent pour voir les malades hospitalisés. À partir de ce réservoir de virus, il y a une transmission de ces germes soit par contact, soit par l'air, c'est-à-dire elles sont aéroportées. Il faut savoir que par contact, la plus grande transmission est faite par l'intermédiaire des mains et c'est la transmission manuportée qui nous préoccupe au plus haut point puisque ça représente entre 60 à 70% des infections associées aux soins. Et surtout par le matériel contaminé, c'est-à-dire non stérile. Et là, j'insiste sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que tout le matériel maintenant, en 2013, qu'on doit utiliser dans les structures, doit être stérile. Et cette notion est extrêmement importante parce qu'elle est très mal perçue et surtout la notion de stérilité, malheureusement, et je le dis malheureusement, n'existe pas chez nous. La stérilité, c'est une obligation de résultat. Lorsqu'on entreprend la stérilisation d'un matériel, il faut absolument qu'on ait un résultat au bout. Or, ce résultat chez nous n'existe pas, puisque nous en sommes encore, je dis bien encore malheureusement, à utiliser la stérilisation à l'air chaud, c'est-à-dire au Poupinel, qui est abandonné depuis 1990, il n'est pas abandonné, il est proscrit en France, pays de l'inventeur du Poupinel. Il est proscrit, il est interdit depuis 1998, et nous, en 2013, on continue encore à stériliser avec des Poupinels, avec du matériel complètement obsolète et dépassé. Je referme cette parenthèse de la stérilité parce qu'elle rentre dans la chaîne de transmission épidémiologique de toutes ces infections associées aux soins. Alors cette transmission va se faire par contamination et inoculation qui va être favorisée par une altération de la flore normale du patient, par la présence de portes d'entrée de ce germe et par des techniques invasives. Or, vous savez maintenant, les techniques invasives sont partout, puisque en termes d'endo, on fait toutes les interventions chirurgicales maintenant en microchirurgie et en endo. Cette contamination va amener dans une première phase la colonisation de notre malade par des germes et ensuite il y a apparition de l'infection qui est associée aux soins et cette apparition est influencée par la virulence et l'importance de l'inoculum et par l'état immunitaire du patient. Plus l'immunité diminue, plus le risque est important et ceci va se voir par des signes cliniques et biologiques. Donc il y a une définition de cas de l'infection associée aux soins qu'il faut bien connaître. Donc en fait,
Vous avez tout le matériel peut être à l'origine de la contamination, l'air peut être à l'origine de la contamination, mais surtout, la contamination peut se voir par les soignants et par l'intermédiaire de ses mains. C'est pour cela qu'il y a 7 principes, précautions standards à respecter. Ces précautions concernent tous les patients. Ils sont applicables par tous les professionnels de santé et les prestataires internes et externes des structures d'hospitalisation ou d'hébergement. Ces précautions standards s'appliquent pour tout patient dès lors qu'il existe un risque de contact ou de projection avec du sang ou avec des liquides biologiques, mais aussi avec des sécrétions ou des excrétions et pour tout contact avec de la peau lésée ou surmuqueuse. Ces précautions, comme on va le voir, donc au nombre de 7, vont concerner d'abord et avant tout, au départ, l'hygiène des mains, le port des gants, le port de surblouses, de lunettes, de masques. Ces précautions portent en considération également la gestion du matériel et la gestion des surfaces souillées. Elles concernent également l'élimination sécurisée des déchets d'activités de soins à risque infectieux, le transport des prélèvements biologiques, la manipulation du linge et la fonction linge à l'hôpital, comme chacun le sait, est une véritable catastrophe dans notre pays, puisque je pense qu'on doit être un des seuls pays de la planète, des derniers pays de la planète, où le personnel de santé porte une blouse qu'il va laver chez lui, dans le cadre, bien sûr, de la mise en place des mesures d'hygiène hospitalière. Et donc le linge, le matériel souillé, le contact avec du sang ou des liquides biologiques. Tout d'abord, l'hygiène des mains. Je vais être assez rapide puisqu'on va la voir en détail tout à l'heure, mais en tout cas, on doit savoir que se laver les mains avant et après chaque soin et chaque acte technique est une obligation. On doit se laver également les mains avant et après le retrait des gants. On doit se laver les mains entre 2 patients, entre 2 activités. Ensuite, on doit favoriser une désinfection des mains. La désinfection des mains est quelque chose qui suit le lavage des mains. On lave les mains pour enlever la salissure. On désinfecte pour tuer les microbes, parce qu'on ne désinfecte que ce qui est propre. On ne désinfecte que ce qui est propre. Donc il faut d'abord que la main soit propre, ensuite on peut la désinfecter. Et donc on les désinfecte avec des solutions hydroalcooliques qui doivent répondre à des normes et en l'absence de souillure visible, parce qu'on ne désinfecte que le propre. Et ça doit se faire immédiatement avant tout contact avec un patient ou son environnement qui est proche. Cette désinfection des mains a été instituée par l'instruction ministérielle du 26 mars 2006. Donc elle est officielle puisque dans cette même instruction, il est dit que l'utilisation de savon en morceaux est proscrite dans les structures de santé. Il est strictement interdit de se laver les mains avec un morceau de savon, du savon en morceaux en fait, mais d'utiliser du savon liquide. C'est l'instruction ministérielle du 26 mars 2006 dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que l'OMS a défini 5 indications à l'hygiène des mains. Ceci, donc, la première, c'est avant le contact avec le patient, après un geste septique, après le risque d'exposition à un liquide biologique, après le contact patient et après contact avec l'environnement du patient. C'est pour cette raison que ce chiffre 5, puisqu'on a 5 doigts, se passe toujours un 5 mai, le mois de mai étant le 5e jour de l'année. Donc en fait, tout est dans cette symbolique du 5 qui rejoint celle de la main. On ne peut pas se laver les mains, on ne peut pas faire l'hygiène des mains si on n'a pas un poste de lavage des mains aux normes. Ce poste de lavage des mains est une obligation pour l'hygiène des mains. Il est impensable de voir actuellement dans nos structures de santé neuves, complètement neuves, de voir des éviers de cuisine à la place d'un poste de lavage des mains. On nous oblige à nous laver les mains dans un évier de cuisine, ce qui est strictement interdit. On doit avoir un poste de lavage dont on parlera tout à l'heure des différents composants avec la présence et de savon liquide et la présence de solutions hydroalcooliques à côté et surtout d'une eau qui doit être bactériologiquement maîtrisée. Donc, pour se laver les mains, pour l'hygiène des mains, il y a des préalables et les préalables, c'est d'abord la tenue à manches courtes
S'il n'y a pas des manches courtes, on ne peut pas faire l'hygiène des mains. Les ongles doivent être courts, les ongles doivent être sans vernis, sans résine ni objet collant. Le port de bijoux est strictement interdit. Tolérance zéro pour les mains et pour les poignets. Pas de montre, pas d'alliance, rien du tout. La main doit être complètement vierge de tout produit. L'évolution donc ici, cette plaque donc empruntée à Jarlier, qui est donc le patron de la microbio en France, pour bien montrer quel a été l'impact des solutions hydroalcooliques sur l'évolution des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, qui est un des indicateurs de l'infection associée aux soins, donc dans l'assistance publique des hôpitaux de Paris, où on voit que entre 1993 et 2006, cette chute complète grâce à l'utilisation de solutions hydroalcooliques, puisqu'on est passé d'un portage de 55% à 20%, donc on a véritablement diminué la prévalence des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline. Du reste, toutes ces précautions concernant l'hygiène des mains, ces recommandations pour l'hygiène des mains ont été réactualisées. Ce sont les recommandations, comme vous allez voir, de la Société française d'hygiène hospitalière de juin 2009. Donc, toutes les recommandations concernant l'hygiène des mains sont portées dans ce fascicule de recommandations de la revue Hygiène qui a actualisé toutes ces recommandations. La deuxième précaution standard dont je parlais, c'est le port de gants. Le port de gants qui constitue là aussi un énorme problème. Il faut toujours utiliser des gants non poudrés. Si on utilise des gants avec du talc, on va absolument inhiber toute l'action de la solution hydroalcoolique. Parce qu'on ne peut porter des gants, encore une fois, que si la main est désinfectée. Il n'est pas question, il est strictement interdit, c'est une faute professionnelle grave, que de mettre une paire de gants sur une main qui est déjà une main souillée, infectée. Parce qu'on va faire un effet d'étuve à l'intérieur sous les gants et ce sera une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe dans la mesure où il y aura une démultiplication importante de tous les germes. Donc on doit toujours utiliser des gants non poudrés et surtout des gants à usage unique. L'usage unique, on le dit couramment, c'est du jetable. Non, ce n'est pas du jetable. L'usage unique est très différent, c'est-à-dire qu'on ne doit l'utiliser qu'une seule fois. On ne peut pas le réutiliser. C'est strictement interdit de réutiliser de l'usage unique. Ça fait partie des précautions à prendre. Là, les gants doivent toujours être à usage unique et le principe est le suivant. Un patient, une paire de gants, un geste. Ensuite, les soins terminés, les gants sont ôtés, sont jetés et les mains ensuite sont lavées. Voilà le principe. Et le gant qui a été utilisé devient à ce moment-là un déchet d'activité de soins à risque infectieux. C'est un DASRI. Et malheureusement, et vous le savez tous, chez nous, ce gant, ce DASRI, va encore servir. Et on va l'utiliser comme garrot. Comme on n'a pas de garrot, on utilise un DASRI et on fait un garrot avec ça. Et on fait des prélèvements intraveineux avec ça. Et tout le monde peut le constater dans toutes les structures de santé. Voilà où on en est en termes de dérapage, si je puis dire, ou de déviation des principes de l'OMS. Alors le port de gants va contribuer à assurer la protection du patient vis-à-vis du risque infectieux. C'est pour ça que les gants qu'on utilise sont des gants stériles lorsqu'on fait des soins aux patients. Et c'est une protection du soignant vis-à-vis du risque d'accident d'exposition au sang. Le port de gants sera nécessaire, un port de gants, s'il y a un risque de contact avec du sang ou avec tout autre produit d'origine humaine. Tout autre contact avec des muqueuses, sur des peaux lésées. Si les lésions cutanées, il y a des lésions cutanées sur la main des soignants, et s'il est en isolement septique, ou si le patient est porteur d'un bacille multirésistant, dont on développera tout à l'heure justement ce principe important. S'il y a manipulation de détergents et de désinfectants, quand il y a une manipulation de linge souillé, une manipulation de déchets d'activité de soins, pour l'entretien, la désinfection des locaux et l'entretien, la désinfection du matériel. Ceci nous amène à dire qu'il n'y a pas une seule paire de gants, mais plusieurs paires de gants en fonction de leur usage, soit des gants à usage médical, soit alors des gants de ménage. Et là, malheureusement, nous sommes aussi un de ces derniers pays de la planète où la femme de ménage est toujours en train de se bagarrer avec un chirurgien. Parce que lui, il utilise la même paire de gants qu'elle.
alors ils sont toujours là à se chamailler. Qui doit utiliser les gants de chirurgien? Parce que les femmes de ménage volent les gants du chirurgien et le chirurgien est toujours en train d'utiliser la même paire de gants que celle de la femme de ménage. Alors que chacun a ses propres gants. Le gant de ménage n'existe pas dans nos structures. Et donc on utilise des gants de soins pour faire l'entretien des locaux et pour manipuler les choses. Et ça, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que les règles d'utilisation des gants, vous savez, c'est important. Chaque situation professionnelle, on doit utiliser le gant qui va avec. Donc, ce tableau d'utilisation montre combien est complexe l'utilisation d'une paire de gants. Ce n'est pas quelque chose de simple. Par contre, ici, nous avons tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qu'il ne faut pas faire, et vous allez voir, c'est tout ce qu'on fait. Il ne faut jamais laver les gants et les réutiliser. Ça, vous n'avez qu'à rentrer, vous allez trouver des gants sur un fil au-dessus du chauffage en train de sécher. Donc, on est en train de réutiliser des gants qu'on a utilisés. Donc, c'est chose qu'il ne faut jamais faire. Aller du sale au propre avec les mêmes gants. Porter des gants en permanence. Sortir de la chambre du patient avec les gants. Utiliser la même paire de gants pour des gestes différents chez un même patient. Utiliser la même paire de gants pour différents patients. Et stocker des gants propres dans les poches de la tenue de travail. Voilà ce qu'il ne faut jamais faire. Troisième précaution standard, l'équipement de protection individuelle. Alors là, nous avons ici représenté ce qu'est une tenue de travail du personnel de santé. La tenue de travail d'un personnel de santé, c'est une tunique, un pantalon, une paire de souliers. Ce qui veut dire que toutes les structures de santé, quelles qu'elles soient, doivent obligatoirement avoir dans leur plan, dans leur architecture, des vestiaires qui permettent au personnel de se déshabiller pour s'habiller et aller au travail. Chose qui malheureusement n'existe pas. Donc tout le personnel a sa tenue de travail, en vous rappelant que le tissu qui constitue la tenue de travail, c'est 65-35, 65% acrylique et 35% coton. Le 100% coton est proscrit comme tenue du personnel de santé. Pourquoi? Parce qu'on doit laver tout cela à 60 degrés pour désinfecter. Nous sommes dans une structure de santé, nous ne sommes pas dans un hôtel. Et c'est pour cette raison qu'il faut du 65-35. Si on utilise du 100% coton, il va flocher, il va s'effilocher, et puis il y aura donc tous ces bouts de coton qui vont se retrouver dans l'air, et ils seront porteurs de virus et de germes, puisque nous sommes dans une structure de santé. La tenue de travail est adaptée, ça c'est une tenue de sage-femme. Et ça c'est une tenue, on travaille dans une structure de stérilisation. Et comme vous le voyez là aussi, je rappellerai que tous les planchers de tous les blocs opératoires, de toutes les maternités et tout, c'est-à-dire toute la zone 4 d'un hôpital, ça doit être de la résine et jamais de dalle de sol. Pas de marbre, pas de bois. La dalle de sol, le marbre, le bois, tout ça, c'est terminé, c'est proscrit pour une raison très simple, ce sont des matériaux qui sont des matériaux absorbants. Et s'ils vous absorbent du sang contaminé, c'est terminé, donc la contamination va perdurer. Et c'est pour ça qu'il faut des choses qui peuvent être nettoyées, comme on va le voir tout à l'heure. Et depuis l'apparition des différentes épidémies, et surtout des maladies émergentes, avec les nouveaux, et surtout de la multiplication maintenant des bacilles multirésistants, nous devons faire très attention sur les précautions standards. On doit utiliser des tabliers à usage unique, des surblouses à usage unique, des masques de soins et des lunettes de protection à adapter en fonction des soins réalisés, et ceci est extrêmement important. Le masque de soins et les lunettes de protection en cas de risque de projection de sang et de liquide biologique. Effectivement, surtout pour les sages-femmes, entre autres, où elles peuvent avoir du sang qui peut arriver sur des yeux, et les muqueuses des yeux sont des muqueuses qui permettent le passage de tous les germes et de tous les virus, et les contaminations peuvent être fréquentes. C'est pour ça qu'elles doivent travailler avec des lunettes de protection. La gestion du matériel souillé. La gestion du matériel souillé par les germes est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que
Tout ce qui est souillé, donc tous les déchets d'activité à risque infectieux, doivent porter le logo international des Nations Unies, c'est-à-dire attention, risque biologique derrière cet emballage, attention, vous avez un produit contaminé. Il faut éliminer tous les déchets ayant été en contact avec du sang ou en contact avec un liquide biologique. Et tout ça doit être mis dans des sacs, et des sacs qui sont destinés aux déchets d'activité à risque infectieux. Et il y a des normes, et pour cela, il y a la circulaire ministérielle du 4 août 2008 qui définit parfaitement la gestion de tout ce qui est élimination des déchets d'activité à risque infectieux. Très peu de structures de santé appliquent les instructions ministérielles qui sont pourtant sont sorties depuis plusieurs années. Il faut éliminer tout ce qui est pic en coupe en tranchant dans des conteneurs qui doivent être adaptés. Et ces conteneurs doivent être à portée de main. Il n'est pas question de les avoir à 100 mètres du lieu. Elles ne peuvent pas dépasser 25 cm de lieu où ça travaille. Il faut manipuler avec précaution tout le matériel réutilisable souillé et l'entretenir selon des procédures appropriées. Donc tout cela, on doit avoir des sacs jaunes avec, attention ici, produits à risque infectieux. On doit avoir également des collecteurs stabilisés à portée de la main, comme on peut le voir ici sur leur support. Et tout ça, c'est là où on doit en mettre tout ce qui est pic en coupe en tranchant. Le tri de tout ce qui est déchets à risque infectieux doit se faire à la base au lit du malade. Donc vous voyez, avec une bonne tenue, et donc tout va dans la filière jaune, et puis de là ensuite, il va revenir toujours dans la filière jaune sur les chariots à l'intérieur du couloir. Les emballages pour les dasseries doivent être absolument aux normes. Ils sont tous codifiés, je vous dis, par la circulaire de 2008. Et tout cela va ensuite être éliminé de manière écologique selon la loi de 2001. Et l'élimination doit se faire maintenant dans les structures de santé par banalisation de tous ces déchets à risque infectieux, puisqu'on va les broyer et les stériliser. Et donc, lorsqu'on va les broyer et les stériliser, ça va vous donner un produit complètement inoffensif, et on aura transformé les déchets à risque infectieux en des déchets assimilés à des ordures ménagères. Le bio-nettoyage, qui est la 5e précaution standard de l'environnement, ce bio-nettoyage est quelque chose d'extrêmement important. Il doit être obligatoire selon les recommandations de la Société française d'hygiène hospitalière, dont je rappelle le slogan important, c'est sécurité et qualité des soins. Tout doit tendre sur la sécurité et la qualité des soins qui sont donnés à nos patients. Pour cela, il faut d'abord, pour travailler, faire le bio-nettoyage, il faut avoir le matériel nécessaire et le matériel qui est adapté, c'est-à-dire la technique des 2 seaux. Il faut avoir 2 seaux obligatoirement, donc un chariot avec 2 seaux, et travailler avec un balai, le balai Faubert. Les produits qui doivent être utilisés doivent être des produits aux normes. Les techniques doivent être éprouvées et on doit travailler selon des protocoles validés. Si on n'a pas ce trépied, eh bien, ça ne va pas marcher, le bio-nettoyage ne sera pas fait. Effectivement, le nettoyage de l'environnement proche du patient peut être assimilé à un soin. Et il faut effectuer le bio-nettoyage des surfaces hautes et des sols en respectant les protocoles d'utilisation des produits. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'un produit ne doit jamais être translaté ou transféré d'un récipient à un autre. Or, vous pouvez voir dans toutes, je dis bien toutes nos structures de santé, quelles qu'elles soient, du CHU jusqu'à... La première chose est d'abord des femmes de ménage qui font ça, alors qu'il n'y a aucun ménage à faire dans une structure de soins, ça c'est clair. Et elles prennent un produit classique qui s'appelle l'hypochlorite donc de sodium, qui est un désinfectant, la javel. Première chose à faire, elles transvasent ça dans des déchets, c'est-à-dire des flacons, des bouteilles d'eau minérale utilisées et jetées. Donc on va les chercher et dedans on met de la javel pour faire l'antisepsie. C'est inacceptable. C'est intolérable parce que là, c'est un geste qui détruit complètement l'effet désinfectant de la javel.
La javel est un produit très instable, il se déstabilise à la lumière, et on le met dans un flacon transparent, et il se déstabilise à la chaleur. D'autre part, on ne mélange jamais la javel à quoi que ce soit. Jamais. Si vous la mélangez, c'est terminé. Votre hypochlorite de sodium se décompose et il perd toutes ses valeurs. C'est pour cette raison que si vous prenez de la javel comme ici, vous la mettez, c'est pas de la javel ça, hein, mais si vous mettez de la javel par exemple sur du sang, ben c'est terminé. La javel va se mélanger au sang et puis elle perd tout son pouvoir désinfectant. Et donc on ne peut pas désinfecter comme ça en mettant directement, absolument pas. La javel n'est pas indiquée pour ce genre de choses. Par contre, elle peut être indiquée ici pour vraiment nettoyer des lavabos. Le bio-nettoyage des sols également doit être fait avec le matériel adapté. C'est pour ça que le matériel adapté au bio-nettoyage, c'est un chariot avec tout ce qu'il faut à l'intérieur et surtout les 2 seaux qui nous permettent donc de faire un bio-nettoyage. Là, il y a tout un travail à faire hein, dans ce domaine, et de formation, et surtout de budgétisation de toutes ces actions liées à l'hygiène hospitalière, qui, je pense maintenant, avec la signature des protocoles, va pouvoir fonctionner. Maintenant, on est passé à la désinfection vapeur, puisque c'est avec ça qu'on peut désinfecter et faire le bio-nettoyage. Grâce à la vapeur, on peut absolument détruire tous les germes qu'il y a sur les sols, sur les murs, sur tout le matériel, y compris au niveau des toilettes, y compris dans les endroits qui ne peuvent pas être touchés par la main. Les transports également divers que nous faisons doivent être faits avec des procédures bien particulières. Les prélèvements, le linge, le matériel souillé, les déchets doivent être évacués dans un emballage étanche et fermé pour protéger les prestataires qui effectuent le traitement. Il faut respecter les procédures du tri du linge. Et c'est pour ça qu'il y a tous les contenants pour tout ce qui est dasserie, donc à l'intérieur des services, dans les couloirs et à l'extérieur de l'hôpital dans les grands récipients vrac. La prévention des accidents d'exposition au sang et aux produits biologiques, là aussi, en cas d'accident par exposition au sang et aux liquides biologiques, il faut effectuer immédiatement un lavage simple ou un rinçage abondant, effectuer l'antisepsie et consulter un médecin dans les 4 heures qui suivent le contact. Et c'est une maladie à déclaration obligatoire en médecine du travail dans les 24 heures. Maintenant, depuis avril 2009, il y a la prévention de la transmission en mettant des précautions complémentaires. Alors les précautions complémentaires, se pose la question de savoir quand on va les faire, pour qui, comment et pourquoi. Alors les précautions complémentaires sont de 3 types. Nous avons les précautions contact, les précautions air et les précautions gouttelettes. Elles sont mises en place lorsque le patient est porteur d'un germe transmissible. Et ces 3 types de précautions complémentaires doivent être mis en place en fonction de la voie de diffusion du micro-organisme. Pour tout ce qui touche à la prévention complémentaire de type contact, c'est lorsque la diffusion est faite par la voie manuportée. Donc c'est la prévention manuportée. Et là, il y a 11 recommandations de l'isolement contact. Voilà les 11 recommandations que vous avez ici. La prévention complémentaire de type gouttelette, c'est lorsque la diffusion se fait par les sécrétions respiratoires. Et là, il y a également 11 recommandations pour l'isolement gouttelette. La prévention complémentaire de type air, lorsque la diffusion est aéroportée. Et là aussi, il y a 11 recommandations sur l'isolement de l'air. Isolement air. Donc, chaque mode de contamination et de transmission du germe, il a ses propres recommandations. On va aller voir très rapidement toutes ces mesures. En bref, regardez, contact, gouttelette et air. Donc des chambres individuelles. Pour ce qui est isolement contact et gouttelette, doit se faire de préférence en regroupement des patients qui porteurs d'un même micro-organisme. Et tout ce qui est air, il est obligatoire avec porte fermée et ventilation très fréquente. Pour ce qui est de l'hygiène des mains, la prévention va porter sur la désinfection avec une solution hydroalcoolique immédiatement avant et après tout contact avec le patient et son environnement proche. Pour ce qui est de la protection de la tenue, le tablier doit se mettre
en plus des soins souillants et mouillants pour tout contact avec le patient et son environnement proche, et les surblouses en cas de nécessité pour protéger l'arrière de la tenue. Le masque de soins doit être porté lorsque les soins ou manipulations exposent à un risque de projection de liquide. L'appareil de protection, le FFP2, qui est une recommandation de l'OMS en cas d'infection à type transmission, c'est un appareil de protection respiratoire qui doit être porté tout le temps et mis en place et retiré en dehors de la chambre du malade, qui est en isolement. En vous rappelant ici quand même un principe de base malheureux qu'on retrouve tout le temps. D'abord, les masques en papier, c'est terminé, on ne met plus, c'est fini. Et il y a là, ça doit répondre à des normes, c'est pour ça qu'il y a 3 types de masques, le 1, le FFP1, le 2 et le 3. C'est le 2 qui est préconisé en cas d'épidémie à transmission aérienne. Mais je voulais juste attirer l'attention sur le fait que ces masques, c'est une protection respiratoire, c'est un appareil de protection respiratoire. Et il est strictement interdit de mettre cet appareil de protection respiratoire sur la thyroïde, parce que la thyroïde ne respire pas. Alors quand vous voyez quelqu'un se promener avec son masque sur la thyroïde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, parce que sa thyroïde ne respire pas. Alors je ne vois pas pourquoi mettre un appareil de protection respiratoire sur la thyroïde, d'autant que s'il l'a mis, c'est que c'est un DASRI, c'est un déchet d'activité de soins à risque infectieux. Il doit être ôté après utilisation, après 3 heures d'utilisation, et mis dans la filière jaune des DASRI pour être éliminé. Les lunettes de protection doivent être portées lorsqu'il y a des soins de manipulation. C'est la reprise de toutes les précautions ici. Pour ce qui concerne la vaisselle, le déchet, le linge, il n'y a pas de traitement particulier, pas de tri, sauf pour les cas particuliers qui nécessitent le traitement du linge en sac hydrosoluble, lorsqu'il y a des diarrhées à Clostridium difficile, à toxines, ou s'il y a beaucoup d'ectoparasites, type la gale, les poux et les puces. Pour ce qui est du matériel, il faut privilégier toujours le matériel à usage unique, telles sont les nouvelles recommandations depuis 2009 de l'OMS. Le bionettoyage, c'est un soin à part entière. Il faut protéger sa tenue et porter l'équipement de protection individuelle adapté. Et maintenant, on va de plus en plus sur le bionettoyage vapeur qu'on doit privilégier. L'information est importante, et l'information aux patients et à ses proches est nécessaire parce qu'il faut optimiser la communication interpersonnelle, intra- et interservices et les plateaux techniques. Quant aux visiteurs, jamais de protection sur la tenue civile, donc il n'est pas question pour un visiteur de lui mettre un tablier ou quoi que ce soit pour rentrer dans une structure. Il faut qu'il se désinfecte les mains à l'entrée et à la sortie de la chambre du malade. C'est une obligation, donc on doit avoir une solution hydroalcoolique devant chaque chambre. Le port de masque de soins ou le port d'un appareil de protection peuvent être de mise également lorsque le malade est en isolement air. Alors en dehors de sa chambre, le patient peut porter également un masque de soins. Alors là, je voulais juste rappeler le problème des bactéries multirésistantes, les BMR. Alors là, cette bactérie est multirésistante aux antibiotiques et toutes les précautions doivent être prises pour éviter la dissémination de cette souche. Je dis bien la dissémination d'une bactérie multirésistante. Si elle est multirésistante, et vous savez qu'actuellement on a des bactéries, elles sont apparues déjà en Algérie depuis 5 ou 6 ans, même à l'imipénem, elles sont résistantes. Elles sont autorésistantes. On a eu un Benemessous dernièrement. Beaucoup de décès dus justement à des bactéries résistantes à tous les antibiotiques actuellement. Et bien sûr, tout s'est terminé. On a eu un taux d'infection qui a atteint les 100%, puisque tous les malades sont morts. C'était des bactéries multirésistantes. C'est vous dire que l'importance et la maîtrise de la diffusion reposent sur les 3 principes essentiels. 3 principes. Il faut d'abord identifier les patients infectés ou colonisés par la bactérie avec notification au personnel soignant et la signalisation de ces cas. Il faut également que les mesures d'isolement technique en insistant sur le lavage des mains et la désinfection avec une solution hydroalcoolique et le traitement ensuite de l'infection ou de la colonisation. Mais là, il faut dire le traitement éventuel de l'infection. Parce que si c'est une bacille multirésistante aux antibiotiques, avec quoi vous voulez traiter cette infection? Il n'y a pas d'alternative. Et c'est pour ça que tout va reposer sur une stratégie de prévention qui va comprendre une politique de dépistage, une surveillance épidémiologique et cibler absolument tous les germes qui justifient l'application des précautions standards,
donc, qui sont des bacilles le plus souvent multirésistantes, surtout celle-là, la Cyanobacter baumannii, dont les formes multirésistantes sont de plus en plus importantes chez nous. Alors, on le fait à l'admission dans les 24 premières heures de tous les patients qui viennent et qui sont connus porteurs d'une BMR. Et en réanimation, on répète le dépistage une fois par semaine pour bien les localiser. Comment on va le faire? Eh bien, par écouvillonnage, soit des fosses nasales, soit du rectum. On va même jusqu'au niveau des aisselles pour avoir justement des staphylocoques résistants à la méticilline. Donc je rappelle que c'est un des indicateurs de l'évolution des infections associées aux soins. Quand on doit identifier la souche au laboratoire et on envoie les résultats avec des commentaires et des planchettes d'étiquettes à toutes les unités de soins. Les étiquettes disant attention à une BMR ici, doivent être portées sur la chambre du malade, sur le dossier, sur le planning mural, dans le dossier médical et dans les bons d'examen. On doit faire un isolement géographique, c'est-à-dire que le malade est à ce moment-là mis en chambre individuelle où on regroupe des patients et il faut qu'il y ait un isolement technique. Et comme vous le voyez, l'isolement technique va commencer par l'hygiène des mains, le port des gants, la protection de la tenue, le port d'un masque et on organise le soin entre les patients en tenant compte du risque infectieux. La gestion des dispositifs médicaux et autres équipements, on doit là, à ce moment-là, privilégier absolument tout le matériel, individualiser tout le matériel réutilisable pour le stériliser et il n'y a pas d'entretien particulier de la vaisselle ou autre, mais le tri des déchets doit se faire entre les déchets assimilés à des ordures ménagères et les déchets d'activités de soins à risque infectieux. Parce que si ces déchets sont contaminés par le bacille multirésistant, vous allez avoir une augmentation très importante de l'incidence, donc des nouveaux cas liés à ce germe multirésistant et surtout donc sécuriser la filière d'élimination de ces déchets. L'information doit se faire au patient, à sa famille, lors du transfert ambulancier, au service receveur et lors de la sortie. Attention, il faut envoyer une lettre au médecin traitant, information à tous les paramédicaux, comme quoi, attention, nous avons ici eu affaire à un germe multirésistant. Et la surveillance épidémiologique est obligatoire, on doit signaler tous les cas de bacilles multirésistants et on doit donc évaluer toutes les mesures d'isolement technique qu'on a fait. Alors, l'isolement protecteur, donc, ce sont les précautions standards dont je parlais tout à l'heure avec les précautions maximales. Vous avez tout le volet géographique avec, en chambre et avec un sanitaire individuel, une porte fermée, une surpression, une filtration, les signaler, limiter les visites, limiter les déplacements. Le volet technique, c'est l'hygiène des mains, la manipulation avec les gestes aseptiques. Quand je parle d'hygiène des mains, c'est d'abord lavage des mains et ensuite utilisation, désinfection des mains par utilisation d'une solution hydroalcoolique. Les tenues aussi doivent être adaptées avec l'utilisation de gants stériles et des gants non stériles pour des gestes non invasifs. Renforcement du bien nettoyage est obligatoire. Le linge également doit être dédié. Les déchets d'activité soins doivent être sortis rapidement et respecter le tri. Tous les matériels et les instruments doivent être à usage unique ou les instruments doivent être dédiés. L'information et la signalisation doivent être adaptées auprès du malade et auprès de l'équipe soignante, auprès de tout le personnel et auprès des familles et des visiteurs. Donc vous voyez l'importance justement de ces bacilles multirésistantes. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre souvent un cohorting. Le cohorting, c'est quoi? Ils ont pour objectif de ne pas générer un sujet contact, donc un nouveau cas. Donc il faut arrêter. Donc le cohorting, pour être mis dans un service dédié ou dans un secteur aménagé, c'est quoi? Donc on va prendre un service d'une unité de soins et on va mettre une zone technique avec une zone sale et une zone propre, puisque là nous avons affaire à une personne qui a un bacille multirésistant. Vous voyez donc la zone de cohorting peut se décliner selon un plan qui doit être fait par l'équipe multidisciplinaire. Et là, on doit organiser à l'intérieur les soins. Dans les zones de cohorting, tout est organisé, comme sera organisé également tout le bio-nettoyage en zone de cohorting. En conclusion, que peut-on dire? C'est que l'isolement existe-t-il encore? Eh bien, je peux vous dire que depuis 1996 et 1998, donc c'est le moment où on a commencé à parler de ces précautions, on ne parle plus maintenant d'isolement, à l'exception de l'isolement protecteur. C'est tout. Donc quand on dit isoler un malade, c'est uniquement un isolement protecteur. On parle dorénavant de précautions standards. Donc on n'isole plus les malades, on prend des précautions. Les précautions contact ne sont justifiées que parce que les précautions standards ne sont pas suffisamment appliquées. Elles sont extrêmement importantes
pour la maîtrise des bacilles multirésistants. Il faut donc une politique de maîtrise de la transmission des micro-organismes qui doit être mise en œuvre selon une stratégie de prévention référentielle, comme je viens de vous le décliner, qui doit associer et les précautions standards et les précautions complémentaires. Et je vous remercie pour votre attention.